c'est Emeline et vous êtes bien sur le podcast Amaryllis. Je suis hyper contente de vous retrouver aujourd'hui pour un podcast, alors que en toute honnêteté, d'accord, j'ai déjà, parce qu'on est très transparent ici, je l'ai déjà fait, je l'ai déjà enregistré et en fait je l'ai réécouté derrière parce que comment je fonctionne, c'est-à-dire que j'enregistre les podcasts et puis après je me les remets à écouter, donc c'est assez étrange de s'écouter soi-même en podcast, mais soit. Et je sais pas, je trouvais que c'était pas assez clair, pas assez linéaire, pas assez construit, donc je me suis dit que j'allais le refaire parce qu'il faut quand même que ce soit quelque chose d'assez clair, parce qu'aujourd'hui on va parler de stratégie marketing. Le thème c'est je veux lancer mon produit mais de la bonne manière, parce que quand on pense à un produit, à un lancement, on pense forcément, vous voyez déjà je bafouille, on pense forcément au côté prix, mais il y a quelque chose auquel vous avez tendance à ne pas penser, c'est que vous pouvez avoir un même produit et puis pour autant des stratégies différentes. Si vous prenez, des tomates par exemple, si vous les retrouvez à Lidl, si vous les retrouvez chez votre producteur, si vous les retrouvez à Monoprix, si vous les retrouvez à Super U, ça sera pas le même prix. Alors vous allez me dire c'est pas la même tomate, c'est pas la même destination, etc. Mais le produit premier, c'est le fait d'avoir une tomate. Et pour autant, on n'est pas sur des mêmes stratégies, donc on n'est pas sur des mêmes prix, on n'est pas également sur de la même valeur perçue. La valeur perçue, c'est vraiment vous, dans votre tête, quel prix vous êtes prêt à mettre pour cette typologie de produit. Parce que au-delà du côté uniquement tarification, forcément, si en fonction de la localisation, en fonction de comment c'est fait, en fonction des matières utilisées, en fonction de tout ça, le prix ne sera pas forcément le même, parce que derrière, les clients ne sont pas forcément à même de payer le même prix forcément. Donc tout ça, ça va passer par la stratégie. Donc aujourd'hui, on va parler un peu de marketing. Je trouvais que c'était un thème qui était assez important d'aborder, parce que déjà, quand on est créateur, on a tendance à beaucoup entendre que vous n'êtes pas des vendeurs, même si c'est pas un gros mot, le fait de vendre vos créations, bien au-delà. Mais alors là, je commence à parler de marketing, j'ai oublié 80% des gens. Mais le but, c'est vraiment d'aujourd'hui de dédiaboliser ça. On va parler marketing, mais version créateur. C'est vraiment des choses que vous pouvez mettre en avant de votre côté. Et de quelle manière, par quel biais, etc. Évidemment, comme d'habitude, les listes énoncées ici ne sont pas exhaustives, mais c'est surtout pour vous permettre de vous baser un petit peu, savoir où vous vous placez, parce que c'est pas évident d'avoir un produit, on peut se sentir un peu perdu, on sait pas forcément comment se mettre, on peut avoir un syndrome de l'imposteur qui nous dit que ça ne mérite pas ce prix-là, etc. On peut être perdu, mais sachez qu'il n'y a pas un seul prix pour votre produit, il y a plusieurs prix possibles, et ça dépend notamment de la stratégie, donc je trouvais que c'était assez intéressant d'en parler avant de faire le podcast sur les prix, pour qu'on soit bien raccord et surtout que vous puissiez partir sur de bonnes bases. Ça, c'est vraiment la base. Donc aujourd'hui, on va dédiaboliser ce côté-là. Alors déjà, quel est le but du podcast d'aujourd'hui ? Le but, c'est vraiment de toucher les bons clients directement et de toucher sur le long terme. Comme je dis toujours, à vouloir toucher tout le monde, vous touchez au final personne. Vous n'êtes pas sans savoir que chaque humain est différent sur cette planète, qu'on a chacun des envies et des besoins différents, qu'on a chacun des valeurs qui lui sont propres. Certaines personnes vont rechercher des produits qui sont vraiment pour le coup très avantageux au niveau de la tarification, d'autres vont être plus sensible au fait d'avoir une relation avec la personne qui crée les produits, connaître le créateur, son histoire, etc. D'autres vont apprécier le côté un peu seconde vie. On a chacun des valeurs assez différentes, donc le but de vos stratégies, c'est déjà d'être clair avec votre clientèle pour pouvoir attirer les bons clients et pour pouvoir filtrer. Et si vous filtrez, du coup, correspondre vraiment à 100% à leurs attentes et éviter de perdre du temps, notamment dans des choses qui ne fonctionneront pas pour vous, etc. Donc c'est vraiment le but d'optimiser, de trouver les bonnes personnes au bon moment et pour votre produit, pour le coup. C'est vraiment quelque chose, comme je disais avant, à réfléchir avant votre phase de prix, parce que en fonction de la stratégie que vous allez vouloir adopter, le prix ne sera pas pareil, parce que vous allez voir, on sera pas... le prix donnera une dimension différente à votre produit. Et puis,
il n'y a pas que le prix qui va rentrer en ligne de mire. Il y a des stratégies qui vont prendre plus de temps, plus de stock, il y a des stratégies qui sont plus risquées. Il y en a 5 au total qu'on peut qualifier de stratégie marketing. On a la stratégie de push marketing, de pull marketing, on a la stratégie de différenciation, de pénétration et de spécialisation. Aujourd'hui, on va parler de stratégie de pénétration, la stratégie de push marketing et la stratégie de différenciation parce que je pense que c'est celles qui sont le plus générales en tant que créateur. En tout cas, c'est celles où moi, personnellement, j'arrive à avoir le plus d'exemples, etc. Et c'est vraiment des stratégies, vous allez voir, assez distinctes qui fonctionnent d'une manière totalement différente et qui peuvent être adaptées à votre activité. On va commencer par la stratégie de pénétration. Alors, je sais que le nom est rigolo, on va passer outre ce mot rigolo, d'accord ? Si vous avez l'esprit mal placé, vous enlevez tout de suite ça de votre tête parce que je vais répéter ce mot souvent. Mais il porte très bien son nom parce que le but, c'est vraiment d'aller sur le marché, d'aller sur un maximum de territoire, que ce soit en termes physiques ou que ce soit en termes digital. C'est une stratégie qui peut être utilisée notamment si vous êtes sur un marché où vous avez pas mal de consoeurs. Je pense notamment à la couture, je pense notamment aux bijoux en acier inoxydable un peu tendance, je pense à ce genre de choses où pour le coup vous avez beaucoup de consoeurs qui sont sur votre territoire. Donc la stratégie de pénétration, ça peut vous permettre justement de gagner en chiffre d'affaires grâce à votre visibilité. Comment on peut faire ça ? Le but, c'est vraiment de mailler le territoire, on appelle ça. C'est vraiment mailler le territoire, ça veut dire d'être présent partout et à un prix qui est assez attractif parce que le but de cette stratégie, c'est justement d'avoir un prix qui est assez attractif pour que les gens puissent acheter de manière un peu même impulsive pour le coup. Si vous faites partie de l'équipe qui a tendance à craquer devant les paquets de chewing-gum qui sont en caisse, eh bien sachez que vous êtes un pur produit d'impulsion. C'est ce genre de typologie de produit qui répond à un besoin instantané où on n'a pas besoin de réfléchir pendant 36 ans. Donc voilà un petit peu. Mais du coup, le but, c'est d'avoir vraiment un prix qui est assez attractif pour pouvoir être vendu partout. Alors, vous l'aurez compris, cette stratégie, le but, c'est de vendre en quantité. Alors, ça ne veut pas dire que votre produit n'est pas qualitatif, attention. Mais le but, c'est de vraiment vendre en quantité pour pouvoir pas forcément avoir une marge mirobolante sur chaque produit, mais en fait, vous allez vous retrouver dans le fait d'en vendre plusieurs à pas mal d'endroits. Moi, personnellement, c'est la stratégie que j'ai, pour le coup. Comme je suis sur un marché qui est assez concurrentiel, j'essaye d'être partout pour pouvoir toucher vraiment tout le monde. Et je vais pas faire des marges mirobolantes sur les bougies parce qu'on sait que sur des typologies de produits, ça peut aller de tout l'un ou tout l'autre. Donc là, moi, j'ai choisi de pas faire des marges mirobolantes sur chaque produit, mais par contre, je sais que je vais en vendre pas mal par mois et que j'ai les capacités de le faire. Si vous êtes sur un produit qui est type peinture, illustration, etc., où c'est compliqué de forcément d'avoir votre temps qui se réduit, enfin c'est pas possible pour le coup, vous pouvez pas investir dans d'autres bras que les vôtres. C'est forcément une stratégie qui est plus compliquée parce que ça nécessite de produire en plus grosse quantité et forcément si votre temps n'est pas malléable, c'est pas forcément la stratégie qui sera adaptée, ou alors il faut trouver des petits stratagèmes comme l'illustration. Vous pouvez faire plusieurs prints pour justement avoir un peu plus de capacité, mais il y a des produits sur lesquels cette stratégie c'est compliqué d'aller dessus. Voilà. Donc à voir en fonction de votre typologie de produit. Mais en tout cas, voilà un petit peu le but de cette stratégie. C'est de produire en bonne quantité, de pas forcément faire une marge mirobolante sur chaque produit, mais le but c'est de vendre beaucoup de produits parce que votre prix est attractif. Et du coup, ça vous permet d'avoir une présence, que ce soit en digital ou en physique, qui peut être assez intéressante. C'est-à-dire que vous pouvez aller à peu près partout. Mais
Le désavantage de cette stratégie, c'est que forcément, il faut produire beaucoup. Vous aurez besoin de beaucoup de ressources, éventuellement d'avancer beaucoup de choses également. Donc, il y a des avantages quand même. Et puis, si votre temps, c'est l'aspect principal de votre produit, forcément, c'est un peu plus compliqué de faire ce style de stratégie. En tout cas, moi, je vous orienterai pas sur ce style-là, pour le coup. Deuxième stratégie dont on va pouvoir parler, c'est la stratégie de différenciation. Alors là, on est... l'avantage, c'est qu'ils portent bien leur nom, généralement. La stratégie de différenciation, c'est vraiment de se différencier de ses consoeurs. Par exemple, si je prends un exemple du commerce en général, si vous achetez... alors, je vais essayer de prendre un bon exemple parce que justement, quand je l'ai enregistré il y a 2 jours, j'avais pas pris des bons exemples. Mais admettons, on prend la pâte à tartiner Nocciolata. Je dis pas ça du tout parce qu'elle est très bonne. Mais si vous comparez ça par rapport à une marque type Nutella qui forcément est plus connue, il y a Milka aussi qui ont sorti les pâtes à tartiner. Comme ça, je ne fais pas de pub, voilà, on va parler des 3. Le leitmotiv de Nocciolata, c'est vraiment d'aller sur une pâte à tartiner, alors qui certes est sucrée, mais qui pour le coup prône le fait d'avoir un peu plus de noisettes, plus de chocolat, d'avoir un côté un peu plus sain, même si ça reste de la pâte à tartiner évidemment, que les calories sont présentes. Mais voilà, le but c'est d'avoir une pâte à tartiner un peu plus éthique, et eux, leur but c'est vraiment de se différencier par ce côté-là. On se différencie par le haut, ça veut dire. Le but, c'est vraiment la stratégie de différenciation, de se différencier par son côté haut de gamme, ses matières ou son côté assez durable. Mais grosso modo, côté créateur, ça va vraiment se matérialiser par notamment la compo que vous utilisez. Est-ce que c'est des matières éventuellement qui sont récupérées ? Je pense par exemple... j'ai une consoeur qui utilise que des contenants de seconde vie, donc elle chine je ne sais pas où, mais en tout cas ce ne sont que des choses de seconde vie, et elle en fait des bougies parfumées, etc. Donc là on est vraiment sur une stratégie de différenciation parce que le but c'est de valoriser ce côté seconde main, de valoriser ce côté artisanal, mais de récupération. Donc là on est sur des vraies valeurs. Là, pareil, la stratégie de pénétration, ça n'a pas grand intérêt là, parce que le but, c'est que les gens puissent acheter votre produit parce qu'ils ne peuvent pas l'acheter ailleurs, et qu'ils se retrouvent dans vos valeurs, dans les matières que vous utilisez, dans votre leitmotiv, ce genre de choses. N'oubliez pas également que quand vous êtes créateur, vous, c'est également votre image de marque, donc ça peut être une différenciation aussi avec le ton que vous mettez en avant, etc. En tout cas, soyez en accord avec la valeur que vous voulez mettre. Évidemment, si vous utilisez des matières durables, mais qu'à côté, vous faites pas forcément passer ce message quand vous êtes sur les réseaux sociaux, même sur vos réseaux personnels, hein, je vous invite à faire attention à ça, parce que maintenant, sur Internet, tout se sait. Donc en tout cas, c'est vraiment ce système-là. Il y a même, dans le commerce, si on parle d'une manière un peu plus globale, je n'ai plus le nom de la marque, mais ils avaient fait des doudounes en bouteilles recyclées. C'est pareil, c'est un truc où le but de cette stratégie, c'est que les gens ne puissent pas retrouver votre produit ailleurs, ou en tout cas pas d'équivalent direct. Évidemment, sur le marché, le but c'est qu'on se diffère quand même des autres, mais là c'est vraiment de se différencier avec un truc en plus sur lequel vous pouvez parler. Et je vous invite, si vous êtes sur cette stratégie-là, à communiquer sur votre différence. Il faut être fier de ce que vous mettez en avant, il faut être fier si vous utilisez, je sais pas, des peintures écologiques, si vous utilisez, par exemple, si vous faites des pots qui sont en contact alimentaire, bah, vous pouvez, surtout si c'est des choses qui sont pas habituelles, plein de choses comme ça, si vous réalisez vos packaging de A à Z vous-même, voilà, il faut vraiment valoriser cette différence parce que c'est cette différence qui fera que votre produit sera choisi et pas un autre. Vos créations seront choisies et pas une autre pour le coup.
Donc c'est une stratégie qui est assez sympathique, là surtout pour les personnes qui justement veulent faire des produits qui sortent de l'ordinaire, où le but c'est pas de brader leur prix, parce que généralement quand vous êtes sur ce style de produit, c'est pas des choses que vous pouvez faire en très grande quantité. Je pense notamment à ma copine Sophie qui fait des sacs et des capes, où en fait à chaque fois c'est un tissu différent qui est en doublure. C'est-à-dire que si tu as un coup de cœur sur un sac avec ce motif à l'intérieur, c'est celui-là et c'est pas un autre. Il y a que celui-là. Donc tu vois, là c'est vraiment un truc où tu fais sentir le client unique. Il achète une création qu'elle ne retrouvera pas ailleurs. Et ça, c'est un sentiment qui est vraiment sympathique. Et du coup, ça rend légitime de mettre forcément un prix qui est un peu moins attractif visuellement, mais parce que tu le compenses avec le fait que ça rend l'expérience un peu plus unique, on va vraiment sur des choses qui ont du sens, etc. Donc ça te permet d'être beaucoup plus malléable sur le prix et de faire le prix un peu sur lequel tu es légitime pour le coup. En tout cas, c'est même illogique sur ce style de stratégie d'aller sur un prix qui est trop bas. Pourquoi ? Parce que en fait, ça a l'effet inverse. On a souvent tendance à se dire que un prix qui est trop cher, ça nique ton business. Mais attention, parce qu'un prix qui est pas assez cher, il faut aussi prendre en compte la crédibilité. Si ton produit est fait main et que tu le vends à limite ton prix d'achat, ça valorise pas forcément ton travail, et du coup la personne peut partir du principe que c'est pas forcément de la qualité derrière. Quand tu achètes une tasse à Action, tu sais très bien que la tasse elle va pas te durer 20 ans, alors que si tu l'achètes chez un céramiste, tu sais que tu mets le prix mais parce qu'elle va durer longtemps. Si tu achetais la tasse au même prix que tu l'achètes chez Action, à aucun moment tu te dis que la tasse elle va durer 20 ans. Même si c'est pas possible logiquement, mais je vous remets un peu dans la tête. On a tous une limite intrinsèque du prix qu'il faut mettre pour que ce soit de la qualité, etc. C'est surtout valable pour, par exemple, les pierres en lithothérapie. Tout ce qui est lapis lazuli, des choses comme ça, c'est quelque chose où là c'est hyper flagrant, parce que si vous ne mettez pas le bon prix, c'est-à-dire si vous mettez un prix qui est trop bas, et ben les gens vont forcément penser que c'est de la quenouille et du coup ne l'achèteront pas. Je pense que c'est le secteur sur lequel c'est le plus... Enfin, en tout cas c'est le secteur qui m'est venu dans la tête là. Mais donc faites attention avec cette stratégie de différenciation. Payez-vous au prix juste, le prix où vous êtes rémunéré pour votre travail, pour votre création, pour votre temps. Et surtout, n'hésitez pas à demander à votre entourage, un entourage qui, bien évidemment, est honnête, bienveillant, en toute transparence, etc. Est-ce que visuellement, ce prix-là peut être mis dans cette création qui a ça. Il y a des choses qu'on ne pourra pas changer, c'est qu'il y a des fois des choses qui nous prennent plus de temps, mais qui visuellement vont donner envie de payer moins cher que quelque chose qui des fois nous prend pas grand chose de temps, mais qui là, les gens vont être plus à même de mettre le prix. Donc rien ne vous empêche de compenser et d'équilibrer un petit peu le tout en justement... le but c'est d'avoir une échelle qui soit régulière, quoi. Donc c'est pas grave si vous faites un peu moins de marge sur un produit qui vous prend un peu plus de temps, mais par contre peut-être un peu trop de marge à votre goût sur un produit qui vous prend moins de temps, parce que le côté visuel ça compte aussi. Mais ça c'est un truc, c'est un peu compliqué, surtout quand c'est vos créations. On n'est jamais neutre à 100% sur ces créations, c'est toujours compliqué. Enfin, si je devais du coup dire un peu les avantages inconvénients, c'est que le prix pour le coup il est assez malléable. L'avantage c'est que vous n'avez pas trop à vous en faire pour la concurrence entre guillemets vis-à-vis de vos consoeurs, parce que le but c'est d'être différent, donc vos produits ne sont automatiquement pas forcément retrouvables ailleurs. Le souci forcément de cette stratégie, c'est que on va produire en plus petite série, on a une nécessité de rechercher forcément un peu plus fréquemment des nouvelles matières, des nouvelles idées, etc. Parce que comme on est sur des petites séries, ou en tout cas une stratégie de différenciation, il faut aussi se renouveler un petit peu de temps en temps. Donc ça, il ne faut pas hésiter à aller
à aller là-dessus. Donc voilà un petit peu. Et dernière stratégie, enfin, la stratégie push, où là, on est sur une stratégie qui est franchement même adaptable, je trouve, à quelqu'un qui se lance et qui n'a pas forcément de réseau, pour le coup. On n'est pas tous avec un réseau, hein, c'est normal. Mais la stratégie de push, le but, c'est d'aller vers le client, tout simplement. Le but, c'est que, au lieu de faire en sorte d'attirer le client vers votre site, votre boutique physique, le but c'est d'aller le chercher vous-même. Donc c'est d'autant plus intéressant quand vous n'avez pas de base de clientèle, parce que là on va faire connaître votre produit. Alors il y a plusieurs possibilités qui peuvent être réalisées. Il y a notamment la stratégie de distribuer des petits échantillons de vos nouveautés, que ce soit à un événement, que ce soit à une foire, que ce soit dans la rue, que ce soit... Il y avait Nuager qui l'avait fait dans les rues à Paris, pour le coup. Donc ça, c'est une stratégie où vraiment on va à la rencontre du client. Faut pas hésiter aussi à mettre ça en avant, même dans des commandes de vos amis. Par exemple, moi qui fais des sprays parfumés, j'ai des amies créatrices qui font des commandes, et bah rien n'empêche éventuellement de leur demander si elles peuvent pas mettre un petit spray de parfum à l'intérieur. Donc ça permet de toucher cette clientèle que de base j'aurais pas forcément touché. Alors je le fais pas, mais en tout cas c'est une possibilité. On va également pouvoir participer à un maximum d'événements, que ce soit en rapport directement avec vos produits, avec des marchés, des foires comme je le disais, des salons spécifiques, salon de l'artisanat, salon de la poterie, voilà. Recherchez quand même des événements où vous avez votre place. Par exemple, si vous faites des bijoux, vous n'allez pas aller à un salon de la poterie, évidemment. Mais du coup, n'hésitez pas, si vous êtes sur quelque chose de spécifique, comme la céramique, comme l'art en général, avec la peinture, etc. Il y a pas mal de salons, de foires qui sont en rapport avec ça. À partir du moment où vous peignez sur un support, vous pouvez complètement aller sur ce créneau-là ou aller sur des événements qui, justement, sont plus en rapport avec votre typologie de produit. Vous pouvez aussi aller sur des événements un peu plus globaux, où là on est vraiment sur des marchés de créateurs, marchés artisanaux, même sur les marchés hebdomadaires que vous pouvez faire à peu près toutes les semaines. Il y en a qui existent, il y en a qui existent uniquement l'été, il y en a qui existent toute l'année. N'hésitez pas à vous renseigner ça auprès de la mairie, ça c'est possible. On peut également faire interagir un peu notre réseau de créateurs et créatrices qu'on connaît ou pas, c'est-à-dire que là encore, pour aller vers le client, on peut aller vers des clients qui ne sont pas forcément les nôtres, mais qui peuvent le devenir, avec d'autres créateurs, d'autres créatrices, en faisant par exemple des concours communs, en mettant des lots de votre côté. Ça permet d'échanger vos ressources d'un commun accord. Vous pouvez également utiliser tout ce qui est influenceur, publicité sur YouTube, etc. Le but, c'est vraiment que vous gagnez en visibilité en allant chercher les gens et pas uniquement en attendant. Alors évidemment c'est compatible avec les autres stratégies, mais c'est une stratégie qui prend vraiment du temps. Évidemment c'est une stratégie un peu de buffle entre guillemets, parce que le but c'est de toujours être en action. C'est aussi l'un des inconvénients, si vous voyez ça comme un inconvénient, c'est qu'il faut toujours chercher de nouvelles opportunités. Et sur cette typologie de stratégie, il faut aussi être capable de transformer quelqu'un qui vient grâce à votre visibilité en client. Et ça, c'est même un autre travail derrière. Il faut quand même avoir la capacité de partager votre travail sur les réseaux ou en physique, etc. pour pouvoir pas uniquement faire connaître votre produit, mais qu'il passe en mode achat. Donc ça peut être pas mal si soit vous débutez, soit vous avez éventuellement, pour tout ce qui est consommable par exemple, parce que ça c'est assez simple à faire tester, ça peut être même par exemple des dégustations en magasin, etc. Je sais que j'ai des boutiques qui ont par exemple des thés ou des choses comme ça qui sont comestibles et qui font des fois des petits moments de dégustation. Ça permet d'avoir un moment hyper convivial avec la clientèle et ça vous permet directement de toucher des clients, d'aller vers eux directement, éventuellement de leur donner des petits échantillons, etc. pour derrière les transformer en vente. Voilà un petit peu pour cette stratégie. Donc comme je vous disais,
Avantage, c'est que ça peut vous permettre de toucher des gens assez rapidement par rapport à des gens qui veulent uniquement rester sur les réseaux, rester sur leur site, etc. Le désavantage, c'est que forcément, il faut toujours... Il y a quand même un bon investissement au début, parce que pour aller sur les événements, etc., il faut quand même investir dans le matos qui va avec. Si vous voulez faire des grandes campagnes d'échantillons, etc., c'est forcément une avance sur vos produits qu'il est nécessaire de faire. Par contre, il y a beaucoup d'avantages, c'est-à-dire que vous pouvez avoir un gros pic de vente d'un coup en fonction des événements que vous faites. Si vous avez un événement qui réussit beaucoup, pour le coup, ça peut vraiment vous faire un pic au niveau des ventes, mais il faut rester assez linéaire sur ça et il faut tout le temps être dedans pour le coup. Voilà un petit peu pour avoir précisé ces 3 stratégies. Je ne sais pas si vous vous retrouvez déjà à l'heure actuelle dans l'une de ces 3 stratégies. En tout cas, c'est des stratégies qui peuvent fonctionner à votre échelle. Regardez par rapport à votre typologie de produit, ce qui est possible, pas possible, ce que vous voulez faire, pas faire. Mais il faut vraiment réfléchir à vous, votre leitmotiv. Est-ce que vous voulez en distribuer le plus possible à travers le côté régional, national, international? Est-ce que vous voulez offrir des produits qui sont uniques à votre communauté et à votre clientèle? Est-ce que vous voulez aller à leur rencontre pour partager votre passion? Voilà, c'est vraiment des points à déterminer de votre côté pour pouvoir déterminer la meilleure stratégie qui est adaptée à vous. En tout cas, j'espère que ça vous aura appris des petites choses, que ça vous aura peut-être donné des petites idées à mettre en place de votre côté. Et puis de notre côté, on se retrouve pour un prochain podcast. Si vous avez des questions, évidemment, n'hésitez pas à les poser sur Instagram, @amarilyspodcast_. Et puis nous, on se retrouve une prochaine fois. Et puis si vous avez des suggestions de thèmes, faut pas hésiter. Je suis au taquet pour faire des thèmes en ce moment, pour vous les préparer, etc. Donc voilà, on se retrouve sur une prochaine fois. Prenez soin de vous et bye bye!